La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, justement. On en parle ce soir avec notre premier invité, Carbone Béni, directeur exécutif de l'ONG Iconia et cofondateur du mouvement citoyen Filimbi. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur Dosso. Tout d'abord, une première réaction après cet appel des chefs coutumiers du Nord Kivu et du Sud Kivu. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous savez, dans notre pays, l'autorité coutumière joue un rôle très important dans la construction et dans la préservation même de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale. Et les chefs coutumiers dans l'Est de la République démocratique du Congo ont été fortement infiltrés par le pays voisin, parce qu'en infiltrant l'autorité coutumière, on arrive à déstabiliser des territoires, on arrive à infiltrer le rebelle et on arrive à faire tout ce qu'on peut faire. Que le chef coutumier aujourd'hui prenne la décision de se désolidariser de groupes armés tels que le M23 et l'AFC de Nanga, c'est un signal très fort et très important pour le peuple congolais. Parce qu'à chaque fois, ces chefs coutumiers, ces autorités coutumières prennent de temps en temps, quant à la faillite de l'État, vous savez, l'autorité de l'État n'est pas démise partout dans ces territoires. Nous n'avons pas une armée qui se retrouve partout, nous n'avons pas une police qui se retrouve partout. Et donc, le chef coutumier joue ses rôles et nous les encourageons à continuer à sensibiliser les populations afin que l'ennemi ne puisse pas nous prendre tout ce que nous avons de plus cher, notre territoire nous légué par nos ancêtres. Pensez-vous que leur appel sera entendu par la partie des Congolais qui vivent dans l'Est du pays? Vous savez, c'est d'abord important de sensibiliser et d'élever la voix. Maintenant, est-ce qu'elle sera entendue ou pas, cette voix? Ça va se jouer sur la capacité d'accompagnement aussi de l'État à travers des actions très fortes en instaurant l'autorité de l'État partout. Mais surtout, c'est important que le chef joue ce rôle parce que les jeunes gens sont aujourd'hui soit complices de manière directe ou indirecte, et même au niveau des conflits communautaires, ces chefs ont un rôle très important à jouer et nous les soutenons. 26 personnes, dont 21 en fuite, ont été condamnées ce jeudi à la peine de mort par la justice militaire à Kinshasa pour leur participation à la rébellion du M23. Comment accueillez-vous ce jugement? Il faut dire que ça fait longtemps, ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on assiste soit à des amnisties par-ci et soit à des dénonciations qui, après, ne suivent pas leur cours normal à travers des enquêtes judiciaires et autres. C'est un signal très fort, surtout avec le nouveau ministre qui est entré en jeu, d'arriver à ces procès et de faire condamner ces traîtres qui ont trahi la République en s'alliant avec le Rwandais, les Ougandais et tous les ennemis du peuple congolais. Et nous soutenons ces genres d'initiatives judiciaires et nous pensons que elles ont un rôle pédagogique, d'abord, pour dissuader tous ceux qui peuvent s'hasarder à prendre position et se réveiller le matin, tuer de peuple, tuer, violer les Congolais, là où ils se trouvent, et prétendre vivre aisément sur les territoires congolais. Et donc, la confiscation de leurs biens et les peines qui ont été rendues, nous pensons qu'elles vont jouer un rôle très important. Ce dimanche, un cessez-le-feu est entré en vigueur dans l'est du territoire congolais. Un cessez-le-feu obtenu par les chefs des diplomaties congolaises et rwandaises à Luanda en Angola. Ne pensez-vous pas que le dialogue entre Kinshasa et les autorités du Rwanda sont nécessaires, déterminantes pour mettre fin à cette situation dans l'est du pays? Je disais tantôt, ça fait 30 ans. 30 ans que nous parlons des dialogues, nous parlons des négociations, nous parlons des cessez-le-feu, sans que réellement qu'il y ait une accalmie sur la mort, les tueries, le massacre, le viol et l'occupation des occupants et des agresseurs rwandais, burundais et ougandais. C'est vrai, il y a ces dialogues de Luanda qui se passent. N'est-ce pas une chose positive pour la suite des événements? C'est positif pour la suite des événements, mais ce qui est très essentiel pour nous, ce serait la fin et la cessation de cette agression rwandaise. C'est la chose qui est la plus importante. Parce que pendant qu'on parle de cessez-le-feu, pendant qu'on négocie à Luanda, il y a des territoires qui sont en train d'être occupés chaque jour par le Rwandais à travers le M23. Il y a de morts chaque jour, il y a des tueries chaque jour. Et donc, pour nous, ce qui est très important, c'est de signaler la dimension de l'indifférence de la communauté internationale, la complicité de certains pays et de certaines puissances. Il y a eu des décisions prises aux Nations Unies, notamment cette semaine avec la SADC et la MONUSCO. Et évidemment, mais c'est quoi la finalité? Est-ce qu'elles sont les premières décisions à être prises? Ça fait 30 ans que cette situation perdure. Et si nous comparons cette situation à celle qui se passe
en Ukraine avec la Russie, il n'y a pas photo. Donc pour nous, ce qui est très important, c'est que nous encourageons bien évidemment la position de Monsieur le Président Lorençao d'accompagner la RDC. On n'oubliera pas qu'en 1998, l'Angola avait soutenu la RDC dans l'agression rwandaise. Et aujourd'hui, le rôle joué par le président Lorençao est très important. Mais ce qui importe pour le Congolais, c'est que nous ayons pour une fois mettre fin à cette agression rwandaise, ougandaise, avec la complicité de la communauté internationale. Alors cette semaine, le président congolais Félix Tshisekedi a accusé son prédécesseur Joseph Kabila de préparer une insurrection et d'être derrière la rébellion de l'AFC. Le camp de Joseph Kabila rejette ces accusations. Ne craignez-vous pas que cette passe d'armes entre l'actuel et l'ancien président congolais ne mette de l'huile sur le feu dans le pays? Le Congolais ont besoin de vivre dans la paix. Les Congolais ont besoin de voir leur pays se développer et la jeunesse a besoin d'aller de l'avant. Il faut noter qu'en droit, il y a un principe qui dit que la preuve incombe à celui qui allègue le fait. Et donc le président de la République qui a dit clairement que l'ancien président Joseph Kabila est impliqué dans ce qui se passe à travers l'AFC, il est suffisamment aguerri de le dire et nous pensons qu'il a de preuves. La justice congolaise est très malade, il ne faudrait pas que cette maladie l'amène jusqu'à la tombe. C'est-à-dire qu'il faudrait aujourd'hui qu'après allégation des faits, qu'il y ait des enquêtes judiciaires qui soient menées, qui aboutissent à des sanctions s'il le faut. Et c'est ce qui pourra absolument guérir le pays de l'insécurité. Et donc le jet de ping-pong, de mots et des accusations, c'est bien, mais entre-temps, le Congo est ce qu'il est, la guerre continue, l'AFC est en train de continuer son bonhomme de chemin. Et pour nous, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que la justice fasse son travail, qu'il y ait des enquêtes. Il y a un de membres de l'AFC qui est arrêté, M. Eric Kumba, qui a dit clairement que, lui à l'époque, que Kabila était impliqué. Pourquoi il n'y a pas d'ouverture d'enquête? C'est ce qui est très important. Et nous pensons que le président de la République est l'institution la mieux informée de la République. Donc s'il est capable de dire des choses, nous estimons qu'il est à même de prouver et d'amener de preuves. Enfin, Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances congolais, fait face à la justice. Il est soupçonné de corruption. Il a été entendu par le procureur général près la Cour de cassation. On attend les conclusions. En tant que membre de la société civile, qu'est-ce que ça représente pour vous le fait qu'un ministre se retrouve de cette façon devant la justice? Il faut dire d'abord que le Congo souffre de la mégestion, de la corruption, de détournement des deniers publics et ça s'échiffre en millions de dollars. Et aujourd'hui, cette affaire des lampadaires et de forages, c'est une affaire de plus sur le dos des Congolais qui souffrent déjà et dans une misère grave. Voir la justice mettre la main sur l'ancien ministre du développement rural qui est impliqué dans ces dossiers et le fournisseur en question qui sont tous des arrêtés, c'est un pas essentiel. Mais ce que nous voulons, c'est que, au-delà de ces arrestations, et évidemment, au-delà des auditions du procureur de la République, il faudrait que le Congolais, l'État congolais retrouve ce qu'il a perdu, ce qu'il a dépensé. Les fonds ont été décaissés. Et où sont ces lampadaires? Où sont ces forages? C'est la chose la plus importante. Maintenant, dans le fait, il faut aussi souligner que il faut laisser la justice faire son travail comme il faut. Parce que dans ces dossiers, le ministre des Finances a fait son travail de décaisser de fonds sur demande du ministre du Développement rural. Et aujourd'hui, il est interpellé ensemble avec le ministre qui est arrêté. Il faut laisser la justice faire son travail, afin qu'en définitive, nous puissions récupérer ce que nous avions dépensé. Nous avons un cas de colle, le cas de 100 jours avec le procès de M. Caméré. On n'a jamais récupéré les dépenses exécutées dans ces projets-là. Voilà ce que je peux dire en peu de mots sur cette question. Carbone Béni, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. 8 morts dans